Je crois que la psychologue, elle est encore plus folle que nous. Donc le test psychologique, je pense que c'est plutôt pour savoir comment tu pourrais être manipulable. Je pense qu'il y a une partie de ton âme, quand tu rentres dans le milieu de la télé et ce genre de trucs, qui part. Une religion, à aucun moment, un pays musulman doit enlever les droits humains de quelqu'un. Tu fumes des bédos tous les jours, t'insultes tous tes potes, t'es une malade mentale et tu fais croire aux gens que t'es une petite fille parfaite, etc. et que tu défends plein de causes, mais c'est juste pour ton image, meuf, en fait, tu vois. C'est le Black Friday chez Pinup Secret, c'est le Black Friday chez Pinup Secret, c'est le Black Friday chez Pinup Secret. Et quel Black Friday! Les prix, ils sont aussi attractifs que le savon et que toute la mousse que j'ai sur le visage grâce au savon teint précieux. Chez Pinup Secret, pendant le Black Friday, foncez, parce que c'est l'occasion déjà de vous faire plaisir pour vous, de faire votre stock pour l'année à venir, de préparer vos cadeaux de Noël pour vos cousins, pour vos tantes, pour votre maman, pour votre papa, pour vos amis, pour vous. Préparez le stock avec le mot de passe SAM40, vous avez moins 40% sur l'ensemble du site de Pinup Secret. Vous avez aussi moins 50% sur les coffrets visage. Bien évidemment, le code SAM40, il n'est pas cumulable avec les moins 50% du coffret visage, mais il va vous permettre, ce mot de passe, déjà de vous faire plaisir et de préparer tous vos cadeaux de Noël. Pinup Secret, c'est une marque de confiance avec laquelle je travaille maintenant depuis un petit moment. C'est une marque qui est vendue en pharmacie. C'est une marque qui a été vantée par Kendall Jenner, s'il vous plaît, du clan Jenner-Kardashian, Scheim et l'égérie. Je ne le présente plus, le savon teint précieux de chez Pinup Secret, le savon qui mousse autant qu'une bombe de chantilly quand on le met sur le visage. C'est un savon au lait de chèvre avec de l'arbre à thé apaisant à l'intérieur, à utiliser en nettoyant quotidien sur l'ensemble du visage ou à laisser poser en masque sur l'ensemble du visage avant un événement, la veille par exemple, pour avoir une peau parfaite le lendemain. Et la grande nouveauté chez Pinup Secret, c'est la boîte à savon. Oui, on l'a demandé, Pinup Secret l'a fait, enfin ils l'ont créé. La boîte à savon hermétique qui permet de voyager en toute tranquillité. Et regardez comme elle est canon. Imaginez la boîte Pinup Secret dans votre salle de bain qui protège votre savon le plus précieux. On passe à mon chouchou de la gamme et c'est une sacrée nouveauté et quel bonheur qu'il l'ait créé. Oh, j'en fais tomber le bouchon. C'est la brume Jardin d'Éden de chez Pinup Secret qui est parfaite une fois que vous êtes sorti de la douche, que vous êtes parfaitement démaquillé. Elle est enrichie à fond en rose de Damas. Donc en plus de sentir divinement bon et de parfaire complètement le démaquillage, elle vient me laisser une petite peau veloutée, toute fraîche, toute pimpante. On adore! Et Pinup sur le Secret, vous avez moins 10% supplémentaire sur la crème pour les mains. Elle sent divinement bon, elle est au lait de chèvre, elle est enrichie au beurre de karité, elle permet de nourrir les ongles, elle est anti-vieillissement de la peau, à utiliser matin et soir sans aucune modération. Profitons du Black Friday pour faire son stock perso et pour préparer les cadeaux de Noël. Mot de passe SAM40, on met de côté, on sera content le 24 décembre et le 25 de les offrir et d'avoir tout préparé et surtout de se faire plaisir à soi. Je vous mets toutes les modalités de cette offre, de ce partenariat commercial dans la description de cette vidéo. Et tout de suite, il est l'heure, il est temps d'accueillir Kéline qui, des années après avoir participé à des programmes de télé-réalité, a des sacrées révélations à nous faire. Vous n'êtes pas prêts? Kéline, je suis content de te retrouver. Comment Moi tu aussi, vas? je vais très bien et toi? Ben oui, écoute, ça va très bien. La dernière fois qu'on s'était vu, on avait fait une superbe interview. Il y a longtemps. Ouais, qui s'appelait Femmes et Libre. Ouais, Hein, tu t'en c'est souviens? vrai, ouais. Voilà. C'était pas évident pour toi à ce moment-là. Bah, c'était la première, non? Femme et libre, c'est ça, hein? C'était la première, Ouais. tu sortais des Princes de l'amour, tu découvrais un milieu, mon Dieu, Un milieu très particulier. oui, on va dire ça comme ça. Entre-temps, tu es parti à Dubaï, tu as quitté Dubaï. Ouais. Et c'est vrai que la dernière fois que je t'avais reçu en toute intimité, tu révélais avoir déménagé à Dubaï pour des raisons fiscales. Tu le disais avec une simplicité et un aplomb assez rare, là où beaucoup auront tendance à dire que c'est pour la sécurité qu'ils sont partis là-bas. Je te propose de découvrir ce que tu me disais. Bah, aujourd'hui, je vais le dire, je pars vivre à Dubaï. Mais c'est très simple, c'est purement fiscal. Assez rare d'entendre ça. J'ai cru que tu allais me parler d'insécurité. Non, c'est... moi, je pense à moi et je pense à mon futur. Et je sais que la télé, c'est quelque chose d'assez éphémère. Bon, après, j'ai eu d'autres projets. Mais je me dis,
pars à Dubaï, économise, tu payes pas d'impôts. Puis moi, je me vois pas payer, par exemple, 70% de mon salaire à l'État ou à des gens, par exemple, qui... Moi, je me sens pas en sécurité dans mon pays. Je suis désolée. Je me sens... aussi? Ouais, je me suis fait agresser plusieurs fois. J'ai de la haine dans mon pays. Je me sens pas en sécurité. Après, moi, Monaco, c'est différent. Mais Monaco, c'est tellement petit, tu es obligé d'aller à la France, etc. Et, euh, et puis, je sais pas, c'est personnel. Moi, je mens pas, j'aime pas mentir. Bah pour le coup, tu n'as pas menti. Eh ouais, Et merci pour cette transparence. Mais ce sont des propos que tu assumes toujours aujourd'hui? ça me fait bizarre de me voir à cette époque-là. Ah ouais, pourquoi? Parce que je me trouve plus du tout la même personne. Ah bon? T'es belle comme tout sur la vidéo, Ah t'es ouais. belle comme tout Ah. en face de moi. Mais T'assumes toujours ouais, bien sûr. tout ce que t'as C'est dit? toujours oui, oui, oui. Le seul truc, c'est que ça, on le sait pas, mais du coup, j'ai toujours payé mes impôts. Ah, Toujours payé mes impôts parce que je suis partie à peu près un peu moins d'1 an à Dubaï. Je suis partie 10 mois, un truc comme ça. Et comme je prenais juste des appartements, j'avais ma compagnie, mais je prenais juste des appartements. Du coup, j'étais pas avec une adresse fiscale, donc j'étais pas fiscalement à Dubaï. C'était un peu un test pour moi. C'était toujours le même cas, hein. Je voulais payer. C'est pas zéro imposition, c'est 5%. Du coup, ça, je l'ai su. à Dubaï? Ouais, c'était 5%. Mais il y a eu plein de raisons. Donc ça, on en avait déjà parlé par rapport au fait que finalement, Dubaï, c'est un peu un paradis fiscal. Et puis c'est bien, Dubaï. Moi, je vais pas mentir. J'ai eu une très bonne expérience là-bas. C'est propre, les gens sont respectueux, etc. C'est cool. Mais j'ai pris mon chien que j'avais sauvé d'un trafic de chiens. Et le problème, c'est que je pouvais pas aller au restaurant avec elle, je pouvais pas aller à la plage, je pouvais même pas aller sur la promenade. C'était ultra compliqué. Les chiens, ils n'étaient pas vraiment acceptés là-bas. Donc déjà, pour moi, je préférais privilégier mon chien que voilà, les impôts, on va dire. Et, euh, et puis, il manquait de nature, il manquait de verdure. Ouais, on est quand même très loin de tout, tu vois. Donc, Mais comment ça se fait que tu as payé tes impôts? C'est-à-dire quand tu es rentré en France, ouais. on t'a envoyé l'addition? Non, non, quand je suis rentrée en France, c'est de moi-même en fait. J'ai dit, écoutez, je suis pas restée plus longtemps que ça. J'ai pris rendez-vous avec mon comptable et il m'a dit, écoute, est-ce que tu as quand même ton adresse fiscale qui était à Dubaï? Parce que si c'est comme ça, on passe cette année-là. Et j'ai dit, bah non, je prenais juste des appartements que je louais. Mais fiscalement, aux impôts, j'ai pas donné que j'ai. C'est-à-dire, fiscalement, ta société, elle n'était pas basée là-bas? J'avais une société à Dubaï, mais fiscalement, du moins, je n'avais pas d'adresse d'habitation que je donnais fiscalement. J'habite à Dubaï, vu que comme je prenais des appartements, que je les changeais tous les 2 mois, 3 mois, etc. Et il fallait une adresse fixe, en fait. Ok. Et puis je suis rentrée, puis j'ai été honnête, j'ai dit, écoutez, je suis restée que 10 mois, j'ai pas eu d'adresse fiscale, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux impôts? Et ils sont tombés. Ils sont bien tombés. C'était la douloureuse, comme on dit. Ah, ça a été dur. Plus que d'habitude? Ah ouais? Mais pourquoi plus? Bah parce que quand j'avais commencé la télé, déjà c'était pas le même salaire. À Dubaï, j'ai pris des bons salaires, bon pas des salaires astronomiques, mais des bons salaires. Et puis quand tu penses et que tu vois l'argent sur ton compte et que tu te dis oh bah j'ai de l'argent et tout, et quand on revient et qu'en fait on te prend 60% de ce que tu as, tu te dis ah ouais quand même, tu vois. Donc, Ok, mais est-ce que ça veut dire que tous ceux qui vivent à Dubaï actuellement, s'ils reviennent en France, ils auront la même. Non, parce que la même histoire que toi. à mon avis, eux, quand ils sont venus à Dubaï, ils ont directement pris peut-être une maison ou un appartement fixe et ils ont dit j'habite ici, ma société c'est ça et je reste, tu vois. Donc ça veut dire que eux, ils payent pas d'impôts du tout, ou alors ils payent 5% d'impôts. Ça, c'est compliqué. En gros, si tu produis un travail à Dubaï, tu payes 5%. Mais si c'est à l'extérieur de Dubaï, normalement, tu payes pas. Donc ça, Donc ça veut dire que l'influenceur qui est basé à Dubaï, qui vend en France, c'est-à-dire en dehors de Dubaï, mais qui fait des placements de produits donc au travers des réseaux sociaux, il ne paierait pas d'impôts parce que c'est pas sur le sol de Dubaï qu'il les vend. Normalement, non. Mais ça, faut encore... Tu sais, Dubaï, ils sont malins. Ils sont malins. Ton argent, tu sais jamais comment tu vas le récupérer parce qu'il est sur ton compte, c'est cool. Mais le jour où tu veux partir, moi, j'ai jamais... Ah oui, c'est ça aussi. C'est parce que je n'ai jamais ouvert de compte bancaire à Dubaï. Donc c'est pour ça aussi. Moi, j'ai un ami de là-bas, un Émirati, qui m'avait dit si t'es pas sûr de rester, vaut mieux peut-être pas que tu ouvres un compte et que tu mettes ton argent là-bas parce que c'est un peu compliqué quand même de retirer l'argent, etc. Oui, j'avais entendu des ça. grosses sommes Voilà, du moins. il paraît que pour partir avec ton argent du Ouais. sol des Émirats Arabes Unis, pour retourner par exemple en France, c'est pas si facile que Non, ça. non, c'est pas facile. Et puis même en vrai, dans chaque pays, si tu veux retirer des grosses sommes d'argent, tu peux pas le retirer comme ça. Hein, donc, T'as dit, je pensais que Dubaï c'était secure, mais finalement, c'est pas ce que je pensais.
Ça, tout le monde le sait. En fait, à Dubaï, s'il y a une personne qui t'aime pas et qui essaye de te faire peut-être des histoires ou quoi que ce soit, tu peux aller en prison, tu peux être radié du pays. Il y a beaucoup de choses, tu vois. C'est quand même un pays qui est musulman, c'est quand même un pays qui a des règles. Tu sors de Dubaï, à 45 minutes, c'est la charia, hein. Il y a des femmes qui peuvent pas conduire, qui se font frapper, tu vois, Dubaï, c'est juste le petit côté où ils ont autorisé le tourisme et ce côté un peu genre on fait genre on est européen mais on l'est pas vraiment, tu vois. Bien sûr, mais on les entend beaucoup, les influenceurs, se vanter que Dubaï c'est secure, Non, Dubaï c'est la ouais. liberté, Dubaï c'est un pays magnifique, extraordinaire. Mais là, ce que tu viens de me dire juste avant, je veux dire, c'est pas la liberté, c'est pas extraordinaire, c'est pas magnifique. Alors, c'est ultra sécurisé, mais c'est pas un pays libre. C'est pas un pays libre. Tu peux pas, comme quand je t'avais dit, je voulais faire une assoce, etc. C'est pas un pays où tu es libre de dire ce que tu veux. C'est pas un pays où tu es libre. Oui, il n'y a pas quand la même. liberté d'expression là-bas. Bah, tu vas au mall, t'as pas le droit d'avoir un t-shirt. Il faut que tu aies un t-shirt manche longue, il faut pas que tu aies décolleté, il faut que tu sois quand même presque quasiment au genou, etc. Donc non, un pays libre, c'est un pays où tu peux t'habiller comme tu veux, tu peux dire ce que tu veux, etc. Donc c'est ultra sécure, ça c'est vrai, personne ne te dérange, mais il faut pas déranger non plus et il faut respecter les règles. Bon, après, chaque pays a ses règles, tu vois, mais... Mais est-ce que c'est se voiler la face que de dire je vis dans un pays libre, je vis dans un pays merveilleux et qu'à 45 minutes ce soit la charia? Bah non, c'est ça, tu vois le truc. Moi, c'est ce qui me dérangeait. Ce qui me dérangeait quand je prenais à chaque fois, je t'ai dit, le taxi, Uber, etc. Et que je parlais à ces employés, en fait, les vrais travailleurs de Dubaï, ceux qui construisent les immeubles, ceux qui nous conduisent, etc., qui travaillent dans les hôtels et tout ça. Et ces personnes-là, je t'ai dit, on confisque leur passeport, tous. Leurs familles, souvent, elles habitent à l'étranger parce qu'eux, ils viennent faire de l'argent et ils leur envoient juste de l'argent, en fait, finalement. Et c'est des histoires qui sont horribles parce qu'ils ont des bébés de 2 ans, 4 ans, etc. Et en fait, c'est des machines, c'est des robots. Ils viennent, ils travaillent, ils envoient de l'argent à leur famille pour que chacun survive. Et puis, enfin... Il y a une histoire particulièrement qui t'a touché. Tu as parlé d'une rencontre qui t'a beaucoup marqué avec un chauffeur pakistanais qui ne Ouais. pouvait plus retourner voir sa famille parce qu'on lui avait confisqué son passeport. Il t'a expliqué pourquoi? Ah ouais, il m'avait fait pleurer en plus. Parce que, pareil, lui m'avait dit que les conditions dans son pays, il était où? Il était au Pakistan. Ouais, C'est ça. Pakistan. Il était au Pakistan et pareil, bah, il fallait qu'il survive un peu, sa famille. Donc il est venu à Dubaï. Comment exactement, il m'avait pas dit. Mais je crois qu'il est juste parti là-bas. Ou je crois qu'il recrute en fait, hein. Je pense qu'il doit faire ça. Et il est parti, dès qu'il est arrivé, on lui a pris son passeport. Et depuis, je crois, ça faisait 4 ans qu'il était à Dubaï. Il ne pouvait pas rentrer parce qu'il n'avait pas de passeport. Il ne voyait pas sa famille. Ses enfants, ils venaient à peine de naître quand il est parti. Donc là, je crois que son fils, il m'avait dit qu'il avait 4 ans. Il m'a dit, la semaine prochaine, c'est son anniversaire. Et je lui ai dit, oh, bah, vous allez le voir, etc. Il m'a dit, bah non, je ne peux pas rentrer, j'ai pas de passeport. Il m'a dit, je suis bloqué ici. Mais c'est légal ça là-bas? Bah, il n'y a pas de règles. Non, c'est pas un pays libre comme la France, quoi. T'as pas de droit. Est-ce qu'on peut parler, je sais pas moi, d'esclavagisme moderne? Ouais, bah ouais, complètement. Comme dans d'autres pays. Oui. Comme dans plein d'autres pays d'ailleurs. Mais ouais, complètement. Bah, à partir du moment où on te prive de tes droits humains, quand même si chaque pays a ses règles, une religion n'enlève pas les droits de quelqu'un. Et c'est ça qui m'énerve un petit peu. Enfin, je vais partir peut-être dans un délire que les gens vont pas aimer, mais une religion, à aucun moment, un pays musulman doit enlever les droits humains de quelqu'un. La religion n'impacte pas les droits humains de quelqu'un. La religion, c'est une croyance, c'est une pratique. Mais à quel moment tu vas dans un pays, parce que c'est un pays qui est dit musulman, et on te dit, bah du coup, on te prend ton passeport, et bah du coup, tu n'as pas le droit d'ouvrir, entre guillemets, ta bouche, parce que sinon, non, non, non. Là, moi, je suis désolée, j'ai beaucoup de personnes qui sont censées, qui sont musulmans, ou qui sont chrétiens, ou qui sont machin, etc. On est tous d'accord sur le même point que la religion, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. C'est quelque chose justement où tu as la liberté de penser, la liberté de faire ton propre culte, en fait, de ton propre Dieu. Et moi, déjà, je trouve ça un peu étrange qu'un pays s'attribue déjà une religion. Même la France, hein, c'est un pays qui est quand même chrétien, la France. Et je trouve ça pas normal qu'aujourd'hui... Laïque, mais sur fond Laïque, de mais beaucoup fait de avec des chrétienté. fêtes, Preuve en est quand on regarde France 2 et qu'on voit la messe tous les dimanches. Ben ouais, et quand regardes les fêtes de Noël, les fêtes de Pâques, etc., c'est par rapport à une religion chrétienne, tu vois. Et moi, je trouve ça pas normal aujourd'hui qu'un pays impose une religion avec des fêtes. Tous les pays devraient être laïques, en fait. Et la religion, c'est personnel, tu vois, c'est approprié à chacun, tu vois, c'est propre En à fait, chacun. t'aimerais dissocier pays, État et religion, Ben complètement. qui sont pour toi deux choses Parce complètement que les différentes. règles humaines des droits humains, ça n'a rien à voir avec
Ouais. tu es ou ce que tu veux faire de ta vie ou Avec la comment foi. tu veux gérer Ouais, tu vois ce que je veux dire? Beaucoup de travailleurs évoluent dans de mauvaises conditions là-bas. Bah tous. Je pense qu'on l'avait vu dans certains reportages, ils habitent dans des conditions qui sont catastrophiques, avec voilà, des excréments un peu partout, enfin, c'est vraiment c'est chaud. Je pense qu'il y en a qui vivent bien aussi. Il y a des travailleurs, des employés qui travaillent dans des restaurants, etc. Mais ce pas des personnes que tu vas chercher au Pakistan. C'est des personnes peut-être de France qui disent oh, j'ai envie de travailler à Dubaï, etc. C'est pas pareil. Ils savent très bien à qui ils le font, tu vois. Tu as voulu monter une association, il paraît que quelqu'un t'a dit c'est pas comme ça que ça se passe ici. Ouais, ouais. Une association que tu voulais monter pour les travailleurs Ouais. justement qui œuvrent dans de très mauvaises conditions là-bas. Parce qu'en fait, moi j'étais venue, et puis tu sais, avec les placements de produits, etc., tu achètes des nouvelles fringues, et puis nous on sait ce que c'est, hein. Des fois tu vas mettre une fringue, t'en veux plus, etc. Et puis moi je m'étais retrouvée avec, je crois, 4 ou 5 valises en plus. J'étais venue avec une valise, je m'étais retrouvée avec plein de valises, des placements, des shampoings, des trucs, mais beaucoup, tu vois. Et du coup, ce que je faisais au début, c'est que je donnais, à l'époque, quand j'étais encore dans un hôtel, et puis dans chaque immeuble aussi, tu as souvent une réception avec les femmes de ménage, etc. Je donnais aux femmes de ménage, je donnais au personnel pour qu'ils aient, s'ils voulaient des fringues pour leurs enfants ou des fringues pour eux, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, pourquoi je ne créerais pas tout simplement une association ? Et toutes les personnes à Dubaï qui veulent plus de leur affaire ou qui ont envie de donner et qui savent pas quoi en faire, au lieu de les jeter, mais ils m'ont dit, mais pas du tout, ça va jamais marcher parce qu'à Dubaï, ça ne marche pas comme ça. Si tu regardes juste déjà de base les conditions de travail, et ils veulent pas le changer, ils sont OK là-dessus. On te paye ça pour que tu fasses un travail de dingue. Ils peuvent même peut-être mourir en faisant leur travail et il n'y a pas cette mentalité-là, tu vois, c'est pas la même mentalité. Je vais pas rentrer dans des détails de fou parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes non plus, mais tout le monde le sait. Mais il faut pas critiquer non plus Dubaï à 100%. C'est quand même des gens dans leur culture où il y a beaucoup de choses, où ils sont dans le respect, dans l'hygiène, etc. Il y a quand même des très bons côtés. Ça, j'ai pas envie de leur lancer la pierre parce que j'ai quand même eu une super expérience là-bas, mais parce que aussi j'ai beaucoup d'avantages en tant qu'Européenne et avec une personne qui avait déjà de l'argent, etc. Donc ça, c'est différent. Mais il y a le bon comme le mauvais, etc. Mais comme en France et comme dans beaucoup d'autres pays aussi. Mais là, c'est beaucoup plus grave, quoi. J'aimerais te faire réagir à des propos de Nabila concernant Dubaï, des propos récents. Elle a dit à Dubaï, je me sens bien. Mais d'un côté, je me sens vraiment éloignée de tout. Il n'y a pas non plus 45 choses à faire. La vie extérieure est très restreinte, étant donné qu'il fait toujours très chaud. Il y a de très beaux endroits, des beaux restaurants, des malls. C'est vraiment sympa. Mais pour y vivre à l'année, je ne vous cache pas que c'est un petit peu lourd, un petit peu pesant. Est-ce que tu peux entendre le discours de Nabila? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux comprendre? Ah, je comprends totalement parce que quand je suis restée moins d'un an, tous les jours, même s'il y a énormément de choses à faire, hein, ils ont fait en sorte que voilà, tout soit propre, nickel, des beaux endroits, etc. En vrai, tu peux tout faire à Dubaï, hein. Sauf peut-être aller dans la forêt, parce qu'il n'y en a pas. Mais tu peux faire beaucoup de choses. Mais après, c'est quand même quelque chose qui a été construit artificiellement depuis quelques années. Il n'y a pas l'authenticité et l'énergie un peu de la ville qui a grandi au Oui, fur y et a à pas mesure de l'histoire, l'histoire, quoi. tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Et tu as l'impression que, OK, 1 mois, 2 mois, 3 mois, après 6 mois, mais elle, je sais pas depuis combien de temps elle est à Dubaï. Il y a un moment donné, tu t'ennuies. Enfin, tu as refait je sais pas combien de fois les mêmes endroits. T'as pas de forêt, t'as pas de verdure, entre guillemets, ou alors tout est artificiel. Les arbres sont artificiels, etc. Donc, il y a un moment donné, et puis c'est comme je t'ai dit, tu sors de Dubaï, t'as pas de droit. Donc il faut que tu restes à Dubaï, ou alors tu vas aller quoi, aux Maldives ou en Asie et tout, mais il faut que tu prennes l'avion. Donc à un moment donné, t'es un peu comme dans une prison dorée, quoi. Donc je comprends totalement. Il y a Jazz et Laurent aussi qui se sont confiés concernant Dubaï en disant on a vu le changement de type de personnes qui ont rejoint Dubaï. Je pense qu'on a bien fait notre travail d'influenceur car beaucoup sont arrivés. Avant, c'était génial car personne ne connaissait cette ville. Aujourd'hui, c'est du vu et du revu. Est-ce que tu es allé à Dubaï parce qu'il y avait Jazz et Laurent? Je crois que... Est-ce qu'ils étaient là avant moi? Ouais, je crois. Mais je crois qu'on était tous à peu près à la même période. Moi, je faisais un peu partie de la période des anciens quand je suis venue à Dubaï. Parce que c'est vrai que j'y étais vraiment au début, même avant le premier confinement. Donc, je l'ai vu aussi. Je l'ai vu pendant le confinement, cette vague où il y a tous les Français, les personnes qui font un peu des arnaques, les dropshippers, les machins, etc. Tout ce type de personnes, en fait, qui voulaient s'évader fiscalement et qui n'avaient pas vraiment l'intérêt de respecter le pays ou de, tu vois, enfin, c'est devenu un peu trash. Et, et puis, je pense que tout le monde a tellement mal parlé de Dubaï qu'ils ont genre juste plus envie d'y être, quoi. Les dropshippers, c'est une expression qui tourne, vous dites ça entre vous? Ouais.
Ah ouais, Ceux qui font du dropshipping. Ouais, moi j'ai ceux qui font du dropshipping. Toi, c'est les dropshippers. Ouais. Bah oui, c'est tout ça Dubaï. Attends, tu peux juste approfondir un petit peu là? Tu étais en train de dire les dropshippers qui s'évadent fiscalement pour faire des choses qui sont pas très claires. Tout ça, c'est-à-dire c'est quoi? Il y a un but, il y a une catégorie de personnes, d'influenceurs, vraiment qui savent qu'en tout état de cause, en âme et conscience, ils vont faire du dropshipping. En tant qu'influx, non, je pense pas. C'est plus des gens qui ont envie de monter des marques et se faire peut-être des centaines de milliers, voire des millions, vraiment, ça se compte en millions. Et puis ils vont sortir une marque de sac. Encore une fois, c'est pas illégal. Ce n'est pas illégal le dropshipping. Oui, bien sûr. Ça, je crois que tout le monde l'a compris quand même. Personne ne met un couteau sous la gorge de qui que ce soit. Pas Et du puis moi, tout. j'en fais pas, donc je m'en fiche. Et puis j'en vends pas, mais ça, je m'en fous, parce que c'est pas quelque chose qui est en rapport avec mon image. Mais ce n'est pas illégal. Et puis, les personnes qui veulent acheter ce genre de produit, encore une fois, vous n'avez pas le couteau sous la gorge, tu vois. Donc, il y a un moment donné, si des... Ils n'ont pas le couteau sous la gorge. Par contre, il peut y avoir tromperie sur la marchandise. Il peut y avoir publicité mensongère. publicité mensongère. Ça, je suis totalement Et d'accord. des techniques aussi et des mots qui sont utilisés, Ouais. tu vois, qui ne sont pas aux normes par rapport au produit, ou alors des sites qui ne sont pas aux normes non plus. Ouais, mais ça arrive. Mais le truc, c'est que il y a un moment donné, pour moi, des mineurs, déjà, ils doivent être sur le contrôle de leurs parents. C'est les parents qui doivent un peu checker ce qu'ils font. Parce que moi, avant que j'ai 18 ans, ma mère, elle contrôlait tout. Même quand c'était mon argent, elle me disait non, ça tu prends pas. Mais à partir du moment où tu es adulte, déjà, je pense que tu as un minimum de maturité pour reconnaître un site qui est douteux ou qui est du dropshipping. Et puis même si tu as envie d'être sûr, allez hop, tu tapes AliExpress ou whatever, hop, tu vois le même produit, moins cher, et tu te dis, ah bah non, je peux l'avoir moins cher. Et puis là, tu fais ta propre décision. Mais encore une fois, ce truc de... ça, c'est un truc aussi où je voulais revenir là-dessus. On met la faute sur les influenceurs. Vous êtes la cause de notre problème d'argent. Vous êtes ci, vous êtes ça. S'il y a une arnaque, ça, c'est le problème de l'agence. S'il y a un problème d'argent où ils se sont fait arnaquer, ça, c'est l'agence qui doit le vérifier. Ah, qui donc prend là, 30%. sans que j'ai posé la question, tu es en train de répondre à la question que beaucoup se posent. À qui Ah, revient mais la ça, faut que je le responsabilité? mette au clair. Genre, ça, Eh ben, à qui revient la responsabilité? c'est l'agence, parce qu'ils prennent 30% de notre salaire, l'agence. C'est eux qui gèrent toutes nos marques. Et quand tu vois des personnes, des influx de télé, etc., qui font 3 à 4 à 5 placements par jour, mais tu crois qu'ils ont le temps de vérifier leur placement? Mais pas du tout. Et puis c'est le boulot de l'agence. Sinon, tu prends pas 30%, tu prends 5%. Tu me fais Ouais, mais juste est-ce que certaines agences, et je ne cible personne, je parle en général, est-ce que certaines agences acceptent et donnent tous ces placements de produits en sachant clairement que les sites ne sont pas aux normes, Ouais, que je ça pense. se trouve 30 fois moins Ouais, cher clairement. et que c'est clairement Clairement. que ça sent l'arnaque? Tu sais pourquoi? Parce que je vais pas non plus donner de nom, mais j'en ai déjà parlé quand j'étais en conversation avec eux parce qu'ils savaient très bien, quand j'étais dans d'autres agences qu'on connaît bien, je leur ai dit, écoutez, moi je vous le dis direct, je ne veux pas de dropshipping et je ne veux pas de marques cheap. Je veux des bonnes marques. Quitte à me faire moins travailler et que je gagne moins, je veux des bonnes marques. Et ça, ils le savaient. Toutes les agences, ils pourront ne pas le dire le contraire. J'ai même les messages. Je leur disais ça. Ils m'ont dit, OK, Kéline, etc., on te fait ça. Et en fait, ils t'envoient des trucs, mais tu le sais. Des fois, ils t'envoient pour valider. Des fois, ils ne te l'envoient pas pour valider, mais des fois, ils te l'envoient pour valider. Et tu le vois direct que c'est un dropshipping. Tu le vois direct que c'est une marque qui a été faite il y a une semaine et qui va se faire liquider dans une semaine après. Oui, donc si les commandes ne sont pas livrées, ils le savent Et très puis bien déjà, que… un site qui commence avec une roulette, ciao. Un site qui commence avec un Mais jeu alors de roulette. pourquoi ils vous les proposent ces placements de produits? Mais pour faire de l'argent, mais parce que, encore une fois, c'est pas illégal. Donc ils se disent quoi? On se fait des milliers, on se fait des millions, on se fait des centaines de milliers. Peut-être pas les agences et peut-être pas les influenceurs, mais ce genre les dropshippers, les personnes qui font du dropshipping se font des millions sur ça, parce que c'est des produits qu'ils achètent 2 euros et qui revendent peut-être 19 ou 30. Les agences, ça leur fait un travail à la chaîne, ils prennent de l'argent sur ça parce que les dropshippers, ils payent plus les influenceurs. Donc ils jouent sur le fait que c'est pas illégal, mais par contre il y a plein de choses qui sont illégales dans tout ça. Les sites qui sont pas aux normes, les Ouais. produits qui Bah n'arrivent oui, bien pas, sûr. les commandes qui n'arrivent pas. Bien sûr. Je veux dire, c'est le testimonial aussi, le langage qui est fait pour vendre, Bien sûr. la publicité Ça, je suis d'accord. mensongère. Bah, bien sûr. Tout ça, c'est illégal. Mm. Donc, en fait, ils pensent quoi? Qu'ils sont dans un vide juridique, qu'ils sont dans un flou, mais un jour ou l'autre, ils se feront rattraper. Ah non, mais là, c'est sûr. Mais déjà, je pense que c'est déjà en cours qu'ils sont rattrapés. C'est déjà en cours, c'est sûr. Avec toutes les histoires qu'il y a en ce moment. Comment se comporter aujourd'hui? Bon, toi, ça fait bien longtemps, hein, mais un influenceur qui a l'habitude d'avoir toutes ces pratiques-là, aujourd'hui, comment il doit se comporter pour toi? Est-ce qu'il a pas le choix que de changer ses méthodes? Mais déjà, de base, un influenceur, il n'est pas censé... C'est le mot influence. Tu influences les gens, tu as un certain pouvoir, une certaine... ouais, tu as un pouvoir sur la vie des gens, en fait. Un pouvoir d'influence, un pouvoir de tout. Et
déjà, dans le principe où tu décides du jour au lendemain d'être un influenceur, on ne te demande pas juste de faire tes réseaux et tu exposes ce que tu veux, etc. On te demande d'influencer les gens. Tu es certifié. Tu es un personnage public. Tu vois des artistes et des stars, etc. faire ce genre de choses. Non, ils sont suivis. Ils sont suivis par des managers. Ils leur disent ça pour ton image, ça tu fais pas, ça tu fais ci. Mais le problème des agences en France, c'est que ils font pas leur travail. Mais alors, il faudrait que les influenceurs se retournent en fait contre les agences. Ouais, mais encore une fois, oui, mais aussi. Donc, bien sûr, il faut se retourner contre les agences parce que ça, c'est leur problème de ne pas gérer, etc. Mais aussi, il faut être mature un peu dans sa tête. Ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas mon image, etc. Il faut partir, en fait. Il faut juste partir. Et moi, je pense aussi, je ne souhaite le mal à personne, mais il y a un moment donné, quand tu dois de l'argent à tout le monde, quand tu donnes cette image. Enfin, j'avais vu Comment là. ça, quand tu dois de l'argent à tout le monde? Bah, il y en a beaucoup qui doivent de l'argent à beaucoup de gens, beaucoup Mais d'influenceurs. qui doit de l'argent à qui? De façon générale, qui? Bah, les directeurs d'agence, ceux qui gèrent les agences. Qui doivent de l'argent à des influenceurs? Bah oui. C'est-à-dire des influenceurs qui ne sont pas Moi, je payés? t'avais déjà dit plein de fois, des fois, on ne me payait pas pendant 5 mois, pendant 6 mois et des choses comme ça. Va vivre avec un loyer, etc., sans être payé pendant 5 à 6 mois. Qui accepterait ça? Ah, mais ça, on en avait déjà parlé sur Aja. Ouais. On avait eu un sujet Et comme des ça fois- où on disait que certains influenceurs se plaignaient dans le milieu, même en off. Moi, je l'entendais beaucoup quand certains, comme toi, viennent en interview et disent bah ouais, ça fait plusieurs mois quand même que je réclame mon argent, que je suis pas payé. Ouais. J'ai eu une assignation en justice pour ça, pour avoir dit ça. Non, mais je te jure. Oui, c'est vrai. Mais ouais, et le truc, c'est que tu dois déjà garder le peu d'argent que tu as eu au début pour pouvoir vivre pendant tous ces mois-là et qu'on te dit oui, attends, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, nan, attends, je dois gérer ça, ça prend du temps. Non, en fait, sur le contrat, c'est marqué au bout de 45 jours, si tu m'as pas donné mon argent, je peux te poursuivre en justice déjà de base. Mais Il y en a qu'on poursuivi en justice. moi, hein. je suis pas comme ça. Non, mais à Dubaï. Mais ouais, bah, bien sûr. Oui. Parce que je Et des pense gros que- influenceurs. Ouais, bah, eux, t'imagines, alors que moi, je gagne pas la moitié de leur salaire, hein, mais c'est comme ça. Et il y a un moment donné, elle te propose même des autres trucs, elle te propose d'autres types de contrats, d'autres types de salaires. Ah bah maintenant, je peux te donner que tant et je te donnerai sur 5 mois plus. Mais on ne fait pas un crédit, là, on travaille normalement. Là, c'est une agence. Les marques te payent à l'avance, donc tu as l'argent, tu es censé me payer. Mais non, ça retarde parce que ça veut se payer des fringues chez Fendi, chez Dior, chez Gucci, chez machin, chez... T'inquiète pas, ça je le sais. Les chèques sont sur la table, mais on préfère s'acheter des appartements et des machins avant de payer ses propres influenceurs. Ça t'a déjà mis, je vais parler vulgairement, ça t'a déjà mis dans la merde, toi? Ouais. Le fait complètement. d'être payé à retardement? Au niveau des impôts, ça m'a mis vraiment dans la merde, ouais. Avec des grosses sommes? Ouais, quand même. Ouais. Plusieurs, Bah, quand des t'as- dizaines de milliers ou des centaines de milliers? Bon, je vais pas te mentir, quand tu as donné à peu près 65 000 euros aux impôts, tu te dis, ok, j'ai de l'argent sur mon compte, il faut que je donne 65 000 euros aux impôts, et je sais pas en fait dans combien de temps elle va me repayer, tu vois. Si elle me repaye dans 3 mois, mais comment je fais en fait pour vivre après? Et c'est pas, encore une fois, c'est pas une question de gros salaire ou de petit salaire, mais on est quand même des gens, des personnalités publiques, on peut pas traîner dans les mêmes endroits que certaines personnes, on doit faire quand même attention, etc. Et puis tu dois aussi tenir un rythme de vie qui est un peu plus élevé, et aussi parce que c'est notre travail. Donc si tu dois faire ça, tu dois aussi prendre en compte que c'est pas évident. Donc les gens qui aiment bien aussi critiquer, non, faut voir aussi l'envers du décor. T'as réussi, toi, à récupérer tes sommes dues? Pas tout. Ah, pas tout. La TVA, j'ai pas réussi à le récupérer. C'est-à-dire? Tu sais, normalement, on te reverse la TVA. Tu vois, tu payes une TVA en dehors des Exactement. impôts, Toi, il y a de la etc. TVA qui sort Ouais, parce et que- inversement de l'autre Parce que côté. nous, on a notre propre compte, donc on paye énormément d'impôts. Énormément d'impôts. C'est un truc de dingue. Et du coup, on doit payer les impôts, la TVA, l'impôt sur le revenu et tous ces trucs-là. Et une partie de la TVA, ouais, non, je crois qu'elle me devait encore 20 000 euros de TVA, un truc comme ça. Mais bon, maintenant, tu vois. Et aujourd'hui, tu vis où alors, vu que tu n'es plus à Dubaï? Là, je suis revenue. J'ai voyagé pas mal. J'étais souvent à Miami là, pendant les derniers mois. Et je suis revenue à Monaco, mais je suis en train d'essayer de faire ma green card là, pour les États-Unis parce que je suis amoureuse. Je suis amoureuse des États-Unis. Oui, Pas d'un m'en- mec. Non, mais bon, ça, on va en parler aussi. Mais tu m'en avais déjà parlé. Mais pourquoi les États-Unis, ça te fait vibrer? Et quelle ville aux États-Unis? Tu sais, dans ma famille, la moitié de ma famille est américaine. Et nous, on avait une maison pendant 6 ans aux États-Unis, à Miami. Mon premier copain aussi, il était à Miami. Enfin, c'est un peu pour moi mon histoire, tu vois. Donc, c'est un truc qui me tient à cœur. J'adore les États-Unis. J'adore Miami. Pour moi, c'est l'une des meilleures villes au monde. Bon, c'est très, très cher par contre, hein. En ce moment-là, c'est catastrophique.
Mais j'adore. Et puis je suis pas connue là-bas, j'adore. Ah oui, tu peux faire ce que tu Bah veux, ouais. comme tu veux, où tu veux, avec Ouais. qui tu veux. Kéline, ça fait plus d'1 an qu'on t'a pas vu à la télévision. Ouais. Tu as décidé d'arrêter définitivement la télé-réalité pour plusieurs raisons et on va en parler. Et le dernier plateau que tu avais fait en France, c'était Touche pas à mon poste. C'était Ouais. l'année dernière, me semble-t-il. Tu étais revenu sur tes expériences. Tu avais dit il y a 0 suivi psychologique en télé-réalité après les émissions. On n'a pas de suivi sur le fait que tu es un influenceur. Qu'est-ce que tu voulais dire? Certains n'ont pas compris ce que tu voulais dire par là. Alors, ok, quand tu fais de la télé, donc on te contacte, peu importe comment on te contacte, sur les réseaux ou quoi que ce soit, ou par piston, beaucoup, euh, tu as un entretien psychologique une fois pour savoir si tu es apte à rentrer en télé. On va regarder en plus grand plan. Combien il y a de mecs qui ont eu des problèmes de violence, de problèmes de un peu être un pervers narcissique, d'agression, etc. Combien il y en a eu en télé? Même, tu te rappelles le gars qui était venu pour moi en tant que prétendant, comment il s'appelait? Qui a eu des violences conjugales. Alexis. Ouais. Tu vois, ce genre de profil où, en fait, ils te font croire qu'il y a un suivi psychologique avant, tu passes le test, etc. Mais ce n'est pas vrai. Je crois que la psychologue, elle est encore plus folle que nous. Vraiment. Elle te pose des questions, déjà, des fois, tu te dis, mais est-ce que tu es sûr, tu as fait des études de psycho? Parce Mais ça veut dire que. que là, tu es en train de nous dire qu'on t'a mis en danger dans une télé-réalité. Mais on te met en danger. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ils font un test psychologique pour savoir qui est le plus taré pour les faire entrer en télé, en fait. C'est ça. En fait, la télé, c'est un cercle vicieux, mais dans le sens où c'est un programme télé qui te ramène des millions. Tu vois ce que je veux dire? Si on veut des gens qui sortent de HEC et qui ont aucun caractère et qui sont juste normaux et qui ont une bonne éducation et qui font pas de show, bah ça sert à rien. Donc ils veulent des gens qui ont un caractère déjà un peu borderline pour pouvoir voir en mode dans ce show-là, ah je le vois bien faire ça, je le vois bien faire ci, ça, etc. Donc le test psychologique, je pense que c'est plutôt pour savoir comment tu pourrais être manipulable et comment tu pourras faire plutôt des histoires et être un bon candidat que si tu es normal mentalement. Mais non, Tu mais me fous des vraiment. frissons, je l'avais jamais vu sous cet angle. Bah, moi, je le vois complètement sous cet angle. Parce que, Mais c'est terrible. bah oui. Vu comme ça, c'est Mais terrible. regarde toutes les personnes qui sont rentrées en télé. Peu importe, même moi, hein, peu importe si on est intelligent, débrouillard, machin, qu'on a fait des études, etc. On a tous une case en moins, que ce soit un problème dépendance affective, daddy's issues, des problèmes avant de violence conjugale, des ci, des ça, etc. On a tous un truc et ils nous le posent cette question. Est-ce que vous avez déjà vécu un traumatisme? Est-ce que vous avez déjà vécu ça, etc. Nanana, comment ça s'est passé? Et moi, je l'ai analysé en sortant de la télé, je me suis dit, attends, en fait, ils cherchent ça, en fait. Ils veulent tout simplement des gens qui sont un peu borderline, peut-être pas dans l'excès pour pas avoir de problème, mais je crois même qu'il y avait une personne qui est déjà allée en prison, alors que normalement, tu n'as pas le droit avec un casier judiciaire, et qui est partie en télé. Ouais, Ah, mais ça, il y en a plusieurs. ouais. Et ça, normalement, c'est pas normal. Tu ne peux pas rentrer en télé avec un casier judiciaire. Oui, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Après, on peut le voir de 2 façons différentes. Soit tu as purgé ta peine, tu as déjà été puni une fois et tu as le droit de changer. Les actes que tu as fait avant, dans le passé, ne résument pas qui tu es aujourd'hui. Ça, je suis complètement d'accord, mais à partir du moment où quand même tu as fait de la prison, je pense pas que tu es quand même apte, peu importe si tu as changé et que tu veux... tu fais le bien, va sur les réseaux, tu fais le bien, etc. Tu fais ce que tu veux avec ta propre conscience et ton propre droit et tes propres actions. Mais qu'une production avec les enfants, c'est des enfants quoi, entre même plus jeunes que 13 ans, hein, par, les 3/4, c'est une jeune audience. Tu ne vas pas exposer quelqu'un qui a déjà fait de la prison en leur disant, c'est ça en fait. Peu importe s'ils sont bien aujourd'hui, pour moi, je trouve ça pas quand même normal de prendre quelqu'un qui a un casier judiciaire, je trouve ça pas normal. Tu as dit, c'est un système qui est ultra malsain, tant mieux pour les gens qui ont envie de s'exposer, se dénigrer et de passer pour des débiles. Excusez-moi, mais c'est le terme. Moi, je suis quelqu'un qui a fait un bac S. On n'a jamais su que j'étais une fille intelligente. Mais tu t'en doutais pas en faisant de la télé-réalité que c'était pas ton bac S ou tes capacités psychiques qui allaient ne pas être mises en avant. Et je crois que j'étais un peu fleur bleue au début quand je commençais la télé, parce que je me suis dit, oh, je vais peut-être apporter cette petite touche de renouveau, je vais changer le monde, changer les mentalités, etc. Et j'étais persuadée que justement, comme c'était de la télé-réalité et qu'on te filmait constamment, qu'ils allaient catcher des discussions ou des choses un peu plus profondes, etc., des trucs un peu plus deep, tu vois. Et au final, quand j'ai vu le système, comment il marche, bah non, en fait, on coupe tout ce qu'on veut, on remet à sa sauce et on veut juste un show qui entertain people, tu vois. C'est vraiment...
c'est pas du tout ce que je pensais dans les débuts. Ça, je l'ai bien compris après, tu vois. Mais je trouve ça quand même dommage parce que les gens pensent que c'est que le côté idiot qui fait divertir. Mais non, tu peux être drôle en étant intelligent. Regarde les comiques aujourd'hui, ils font des sketchs qui peuvent être pertinents, etc. Et pourtant qui divertissent les gens, tu vois. Mais je trouve que ça tourne trop dans le trash et dans une société où, en fait, moi je vais partir un peu plus loin même dans ce truc-là. Ok. Tu vois un peu les trucs où on te dit certaines stars elles vendent leurs âmes au diable, Oh etc. oui, ce bien genre de sûr. trucs. Ok. Moi je vais te dire un truc. Ça, je ne l'avais pas très bien compris, mais je pense qu'il y a une partie de ton âme quand tu rentres dans le milieu de la télé et ce genre de trucs qui part. Et qui est un peu. Parce que c'est. En fait, c'est pas direct. C'est pas genre, il y a le diable, tu vas signer un contrat, Ouais, etc. ouais. C'est un peu genre une production qui te prend comme un jouet, qui te demande de faire des choses pour détruire une société, détruire la conscience d'une société. Et c'est quelque chose de ultra indirect. Et en fait, ils prennent justement des gens sensibles et des gens qui ne sont pas conscients et qui ne sont pas assez éveillés là-dessus pour manipuler justement la population. Et moi, c'est ça qui m'énerve, parce que ça, j'ai fait un énorme travail par rapport à ça au niveau de la spiritualité et tout. Et j'ai trouvé que inconsciemment, cette énergie très négative et un peu devil style, tu vois, elle se propage dans ce genre de milieu, tu vois. Et eux, la production, vont te dire non, on fait pas des trucs comme ça, bien sûr. Les candidats, non, on fait pas des trucs comme ça, ok. Mais l'énergie autour, elle est là, tu vois. L'énergie de ce système-là, elle est là. Et ce qu'on demande à des candidats et ce qu'on fait montrer à un public, c'est une destruction de la société. On veut rendre les gens idiots. On veut montrer que en étant en bikini, avoir un gros cul, avoir des gros lèvres, etc., c'est ça la vie et c'est comme ça que vous allez vous sentir mieux, etc. Mais ça, c'est ce qu'on essaye de faire depuis des années. On essaye de complètement changer la société, rendre les gens robots, complètement addicts des téléphones, les gens stupides, etc. Tu regardes le TikTok en Chine, c'est pas le même TikTok qu'aux États-Unis, c'est pas le même TikTok qu'en France. On essaye de contrôler mentalement les gens à ne plus savoir ce qu'est la vraie vie, ce qu'est la vraie essence. Les gens aujourd'hui sont tout le temps sur leur téléphone. Ils pensent que leur but de la vie, c'est d'avoir la reconnaissance des autres, d'être une personne connue, d'avoir de l'argent, etc. Mais c'est pas l'argent qui compte, c'est pas la notoriété, c'est pas la beauté, c'est ce que tu es à l'intérieur de toi. Et ça, je l'ai énormément compris sur les dernières années, c'est que tu te rends malade pour des choses qui sont futiles et qui ne t'appartiennent pas. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Mais moi, ce que j'entends dans ton discours, pour le coup, j'ai l'impression que pour tenir un discours comme ça, pour avoir fait ce cheminement, cette rétrospective, cette introspection sur toi et sur tout ce que tu as fait avant, et notamment télé-réalité, tu as dû beaucoup souffrir. Ouais. Ouais. On réfléchit pas autant quand on souffre pas. Ben, c'est une question d'équilibre. Plus tu vas en bas et plus justement tu arrives à avoir une perspective inverse et aller plus haut. En fait, pour avoir toujours un éveil de conscience, il faut justement passer par cet envers du décor et aller un peu dans un coin qui est sombre, tu vois. Donc ça veut dire que toi, très jeune, tu as commencé jeune, hein? Ouais, à 20 ans. Bah voilà, t'imagines. tu as commencé très jeune, tu pensais que tu allais pouvoir révolutionner un peu ça, Ouais. apporter un ingrédient différent à ce milieu-là. Je pense que tu as vite déchanté, tu t'es vite rendu compte que ça n'apporterait rien parce que ce n'était pas ce qu'on attendait peut-être de toi. Et tu t'es fait toute cette réflexion-là. Mais ça veut dire que cette courte expérience que tu as eue, elle t'a fait du mal. Elle Ouais. t'a elle t'a conduit à penser différemment. Ouais, bah en fait, ils ont essayé de. Moi, j'étais une fille qui était très pure, tu vois, très authentique, très pure, etc. Je me posais pas énormément de questions. Je me disais, bah, je suis juste moi. J'aime sourire, danser, chanter. Je vis avec le cœur, etc. Et puis, d'un coup, on te castre au fur et à mesure, tu vois. Non, t'es trop vulgaire. Non, tu fais ci. Non, t'as trop de garçons. Tu embrasses ci, tu fais ça, nan, etc. Et en fait, on te salit au fur et à mesure, on t'endurcit, on t'empêche de vivre, on t'empêche de t'exprimer tel que tu es parce que soit ils veulent une certaine comment je pourrais dire ça? Ils veulent un certain personnage que tu n'es pas. Ils voient en fait le potentiel chez toi, du ce côté naïf, etc. Bon, on va la manipuler et tout ça. Mais au final, tu te perds complètement dans le truc. Tu te poses des questions, tu te dis ah bah peut-être que je suis pas assez bien, peut-être que si, peut-être que ça. Et si t'es pas assez fort mentalement, pas assez bien entouré et que tu as pas assez le courage de te dire ok stop maintenant parce que là ça part dans des délires de fou, c'est quand même ma vie, c'est mes choix, etc. Quitte à abandonner
la notoriété. Moi, j'ai perdu énormément d'abonnés depuis que j'ai arrêté la télé, mais je m'en fous. Quitte à perdre de l'argent, de la notoriété, etc., ne te perds pas en fait. Ne te perds pas parce que ton âme, l'âme de chacun, normalement, elle est pure. Mais par contre, si tu es mal entouré et que tu rentres dans des délires qui sont sombres, encore une fois, ça c'est la vérité, et ça je vous le jure, c'est la vérité, tu perds de cette âme en fait, tu perds de cette pureté et tu vas t'endorcir dans des énergies et des vibrations Bien qui sûr, sont bien extrêmement sûr. basses. Mais pourquoi tout le monde dit dans le milieu, et ça je pense que tu le constates, tout le monde dit mais c'est faux en tant que production ou en tant qu'individu, mais personne nous pousse à nous rapprocher de qui que ce soit, personne nous pousse à embrasser qui que ce soit, personne ne nous manipule, on est les pantins de personne. Mais parce que c'est le type premier d'une manipulation. La personne qui est manipulée ne sait pas qu'elle est manipulée. Ou alors manipule aussi. Ou alors manipule également, tu vois. Ou alors c'est un accord avec chacun. Ah, ben moi, je gagne de l'oseille. Je fais de l'argent, j'ai ma notoriété, j'ai ma grosse villa, peu importe, hein, ça peut être à Dubaï, en France, etc. J'en ai rien à faire en fait. Mais ça, c'est des gens qui peut-être sont assez artificiels et ne pensent pas vraiment avec le cœur, tu vois ce que je veux dire? Ou alors souvent ce qu'on entend c'est ah mais vous dites ça parce que ce sont des candidats qui ne font plus de télé, plus personne veut d'eux, les productions ne Non. veulent plus d'eux. Et ça, je te le garantis que non, parce que quand j'avais parlé sur TPMP, même encore 2 semaines, 1 semaine avant que je parte à TPMP, on m'a proposé 5 télés. Et je les ai toutes refusées, avec des bons salaires, etc. J'ai tout refusé. Parce que j'ai dit non, stop, en fait, stop. Vous Donc, êtes des gros malades. Donc en fait c'est pour essayer de faire passer les gens qui ont un discours comme le tien pour des fous. Ouais, complètement. Après, chacun a sa perception du truc. Parce qu'encore une fois, la vie, c'est une question d'évolution, etc. Et de perception, c'est vrai. Et de perception. Et peut-être qu'à ce moment-là, ils ne s'en rendent pas compte. Et peut-être que plus tard, ils s'en rendront compte. Mais je me dis quand même, quand tu as des enfants et que tu parles comme ça, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas grave. Je me dis, est-ce que tu es vraiment sûr que toi, tu accepterais que ton enfant il soit traîné comme un pantin, exposé comme ça? Je suis pas sûre. Mais comme c'est eux, ils s'en fichent, tu vois. Parce qu'on est toujours plus laxiste Non, mais avec c'est se nous-mêmes faire du mal à soi qu'avec aussi en fait. Ouais, mais les gens qui font de la télé, et ça c'est peut-être horrible à dire, mais ils viennent pas de milieux favorables non plus, tu vois, donc ils n'ont pas peut-être plus de choix que ça. Moi, j'ai eu la chance, Dieu merci, d'avoir voilà, un bon parcours, et j'ai eu des choses voilà, dans ma vie, mais dans la globalité, j'ai quand même une bonne famille qui m'a quand même bien aimée, bien supportée, et j'avais tout ce qu'il fallait pour bien vivre. Et du coup, j'ai pas eu comment on va dire, cette fin d'argent, tu vois. J'avais pas cette fin d'argent et pas cette fin de notoriété parce que j'habite à Monaco. Oui, la télé, c'était parce pas que une fin en j'étais- soi pour Bah toi. non, parce que je connaissais déjà ça depuis toujours. Donc quand je suis arrivée dans le milieu, moi j'ai déjà vu tous ces codes-là que pour moi, quand tu es une personne éduquée et quand tu es une personne sensée, tu te comportes pas comme ça, tu ne réagis pas comme ça, tu gagnes quoi? Il y en a, ils gagnent des salaires à 50, 100 000, etc., des salaires de fous. Ils vont acheter des trucs mais qui ont aucun sens. Quand tu sais et que tu es intelligent et que tu es éduqué, quand tu sais comment gérer et investir de l'argent, tu vas pas faire les conneries qu'ils font, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est qu'une question, encore une fois, ils vont évoluer et ils vont le savoir, et sûrement depuis des années, maintenant ça fait 10 ans qu'ils sont peut-être là, et ils vont l'apprendre parce que dans ce milieu-là aussi, ça t'éduque à un moment donné, tu vois, parce que tu dois avoir des responsabilités, donc peut-être que tu vas devenir un peu plus mature. Mais, comme je t'ai dit, ils n'ont pas le même background, donc forcément... Et la même perception de facto. Voilà. Tu as dit aussi qu'Éline, c'est un milieu dans lequel on essaye de faire taire les gens un maximum en les menaçant, en les manipulant. Manipulant, tu l'as expliqué. Les productions sont au courant car il y a aussi des histoires qui sortent sur les réseaux, mais ils continuent de fermer les yeux. Il y a 2 points que j'aimerais soulever. Les menaces et faire taire, ça se manifeste comment? C'est-à-dire les menaces... Essayer de faire taire les gens au maximum en les menaçant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ne plus aller en télé, ne plus faire de tournage. Donc ne plus avoir d'argent, Ne plus avoir d'argent, etc. donc plus de placement de produits. Plus de placement de produits. Parler aussi un peu au niveau des productions, des autres productions, même au niveau des agences, etc. Détruire ton image, te faire des sales montages en télé, etc. Enfin, j'ai eu un harcèlement de dingue, je pouvais pas sortir, ils prenaient mon passeport, je les suppliais de prendre mon passeport, je pleurais tous les jours. Non, et du coup, ils m'ont fait payer ça à la diffusion. Fait des montages audio raccordés avec un visu, etc., qui avait rien à voir, des choses comme ça, où ils me le faisaient payer. Ah bah tu veux nous faire la misère, tu veux parler, etc. Bah tiens, on va te faire une image de merde en télé, tu vas voir. Et en fait, c'est ça. C'est en fait, soit tu dis rien, et du coup, bah tu suis le mouvement comme un mouton,
soit tu parles, mais bah, tu vas finir à la poubelle. Et quand tu dis les productions sont au courant, car il y a des histoires qui sortent sur les réseaux sociaux, mais ils continuent de fermer les yeux. Tu fais référence à quoi? C'est un business. C'est un business, que ce soit que ce soit des violences, que ce soit des insultes, que ce soit du favoritisme, du harcèlement, etc. Des candidats qui harcèlent d'autres candidats, des violences, des insultes. Moi, j'ai vu des trucs en tournage, des violences de dingue, etc. Pour moins que ça, des candidats moins connus, ils seraient partis. Ok, je comprends, c'est des candidats emblématiques, ils font le tournage, c'est eux qui font tourner la machine, mais à un moment donné, il n'y a pas d'éthique, tu vois. Il n'y a pas d'éthique et ce genre de personnes qui aujourd'hui, et je peux t'en donner à 50 000 des noms, des personnes aujourd'hui qui se donnent des images de oh, la cause des gens, ci et ça, oh là là, je suis une petite fille parfaite, oh, moi je défends tout le monde, nan, nan, nan. Ouais, tu fais, enfin bref, tu fumes des bédos tous les jours, t'insultes tous tes potes, t'es une malade mentale et tu fais croire aux gens que t'es une petite fille parfaite, etc. et que tu défends plein de causes, mais c'est juste pour ton image, meuf, en fait, tu vois. Et en fait, il y a tellement de gens comme ça qui arrivent à jouer avec leur image, mais en fait, ils sont pas authentiques. Donc ces personnes-là, le public qui n'en ont aucune idée de ce qu'ils sont vraiment dans la réalité, ils vont les suivre, ils vont croire à ces choses-là, mais en fait, ces gens-là, en fait, comme je dis toujours, les gens que tu adores, c'est les pires. Les gens que tu adores, c'est les pires. Parce que c'est ceux qui arrivent toujours à... Parce que personne n'est parfait. Donc tu peux pas aimer quelqu'un tout le temps, c'est impossible. Tout le monde fait des erreurs et des fois, il y a peut-être un truc que tu aimes moins ou un style ou un machin, etc. Mais les gens qui font tout parfait, bah, c'est les pires. Parce que ça veut dire qu'ils contrôlent tout, comment tu dis? Ils sont trop concentrés. Ouais, attends, c'est quoi le mot? Contrôle fric. Ouais, ils sont trop sur le contrôle, quoi. Ils essayent de tout gérer, en fait. C'est un enfer. Et c'est un enfer. Et ces gens-là, tu les rencontres en vrai, ils sont hautains, ils font attention à tout, ils regardent comme ça, ils parlent sur les autres personnes, Voilà. Donc c'est... Je ne critique pas, encore une fois, tous les influx de télé, parce qu'il y en a qui sont bien, il y en a qui sont respectueux, etc. Il n'y a pas de souci. Et ça doit être dur pour eux. Et ça doit être dur pour eux. Bah oui, C'est faut dur le dire, pour des hein. gens comme ça qui sont... entre guillemets normaux, tu vois, qui ont pas plus de vices que ça et qui ont juste envie ils voulaient avoir leur expérience, etc. Mais malheureusement, c'est ça le problème, c'est que quand tu as ce genre de profil qui détruit un peu l'image de toutes ces autres personnes-là, les autres en pâtissent, quoi. C'est dur d'essayer d'être quelqu'un de bien dans un milieu de merde. Ouais, bah oui. Bah ouais, c'est trop dur. Moi, je te dis, j'ai encore poussé un coup de gueule hier, d'ailleurs. C'est trop dur. Qu'est-ce que tu as dit encore? Parce que, en fait, j'en ai marre que on stéréotype tout. Tu es dans ce type de domaine, on te catégorise. Tu fais ça, on te catégorise, etc. Et en fait, comme je dis toujours, l'être humain, il a toute possibilité, d'accord? C'est qu'une question de manifestation, d'alignement avec soi, etc. Et le problème, c'est que, comme je dis toujours, soit tu as en face de toi quelqu'un qui est frustré ou quelqu'un qui a des mauvaises intentions, etc. Et du coup, on va te bloquer pour t'ouvrir les opportunités ou pour t'exprimer, etc. Et je trouve ça tellement dommage parce que il y a tellement des belles personnes avec qui j'ai parlé, des gens qui sont capables de produire beaucoup de valeur, tu vois, dans le monde et de grandir les consciences. Mais malheureusement, encore une fois, tout ce système-là de la société, que ce soit dans mon milieu qui a été la télé, l'influence, le gouvernement, etc., toutes ces choses-là, c'est un contrôle constant. Et en fait, on ne veut pas que tu évolues. Parce que si tu évolues, tu vas prendre conscience en fait que tu es littéralement dirigé par des idiots et que ces idiots-là, ils veulent pas ton bien. Ils veulent pas que tu manges bien, ils veulent pas que tu bois de la bonne eau, ils veulent pas que... Tu vois ce que je veux dire? Et tout ce système-là, et c'est pas que dans la télé, tout le système de la société aujourd'hui, il est fait en sorte que on te brouille complètement, entre guillemets, toute ta conscience pour que tu sois un super bon robot de contrôle, tu vois, entre guillemets. C'est un peu leur but d'ailleurs. Alors, Kéline, je me doutais pas un seul instant que j'allais autant philosopher avec toi et on n'a même pas parlé de ton histoire de couple qui est en plus hyper importante. Si t'es OK, on conclut là et on fait en deuxième partie, on se retrouve pour parler de ton histoire parce que j'ai tout un tas de questions. Mais je savais pas qu'on allait passer une heure non plus, sur ce sujet-là, mais moi. Qui était tellement intéressant. Je te jure. De t'écouter. Ton compte Instagram, c'est Kéline-Sun, il n'a pas bougé. Et ton compte TikTok, c'est Kéline.sun. Yes. J'ai pas envie de faire une interview d'1 heure et demie, alors on se retrouve dans la deuxième partie. À très vite.